Bonjour et bienvenue dans votre podcast Les Ombres LGBTQ+. Je m'appelle Bueno et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Fabrice Guéna, un écrivain et militant. Fabrice est l'auteur du livre Afroqueer, un recueil puissant qui rassemble les portraits de 25 personnes afro-queer vivant dans l'espace francophone. Alors sans plus tarder, joignez-vous à moi pour lui souhaiter la bienvenue et merci à lui d'avoir permis cette discussion. Et merci de m'accueillir pour cette discussion. Je me sens honoré. Donc comme première question, on aimerait savoir dans quel contexte familial tu as grandi. Alors, je suis né en Suisse, de parents camerounais, deux étudiants qui étudiaient en France. Et puis, ma mère est tombée enceinte. Et puis, voilà, je suis né finalement en Suisse. Et je suis resté 4 ans en Suisse. Nous sommes restés 4 ans en Suisse et puis parti au Cameroun. Donc, je suis originaire du Cameroun. Mes deux parents sont originaires du Cameroun. J'ai grandi donc au Cameroun, élevé exclusivement par ma mère. Après, j'ai eu trois frères et sœurs. Et puis, j'ai fait des études. J'ai fait mes études à Yaoundé, grandi à Yaoundé. Et après, voilà, je suis allé au Gabon. J'ai vécu au Gabon. J'ai eu mon bac au Gabon, le Maroc, les études au Maroc. Et retourné au Cameroun. Donc, j'ai essentiellement grandi au Cameroun. Voilà un peu pour le cadre familial. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en tant qu'écrivain et militant afro-queer d'une manière plus générale, voire même personnelle? Qu'est-ce qui vous a mené à cette voie et comment est-ce qu'elle s'est passée? Quelle était votre évolution là-dedans? OK, j'arrive à Montréal en 2007 et je rencontre la personne qui avait fondé l'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique à Montréal. Je rencontre cette personne 2 ou 3 jours après. L'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique existait, mais n'était pas encore actif, donc il n'y avait pas d'activité. Et c'est comme ça que je lui dis, ben, il faudrait que nos activités soient visibles, voilà, qu'on puisse faire des activités. Et c'est donc comme ça qu'à deux, trois, on se mobilise et on décide que, ben, il faudrait que pendant le mois de la fierté, il faudrait qu'il y ait une journée communautaire, c'est-à-dire où les organismes ont des stands et se font connaître. Et il faudrait qu'on participe à la marche de la fierté. Et c'est donc comme ça qu'on s'organise. Et en 2008 a lieu donc à Montréal pour la première fois un défilé avec un groupe de personnes afro-queer qui participent au défilé. Donc, c'était vraiment la première action militante visible. Donc, c'était vraiment un peu mon début d'engagement de façon concrète. Et donc, Arc-en-Ciel d'Afrique a donc regroupé toutes les personnes afrodescendantes de Montréal, du Québec, qui voulaient militer pour les droits des personnes afro-queer. C'est donc comme ça que commence mon militantisme. Et j'ai également été j'ai été également militant dans plusieurs organismes au Québec, comme le GRI Montréal. Et actuellement, je suis gouverneur de la Fondation Émergence, qui est l'un des organismes importants au Québec voilà, dont le but est de sensibiliser, d'informer, d'éduquer sur les questions queer. Donc, pendant ces 17 années, avec cette fibre militante, avec toutes ces actions qu'on a menées ci et là, ces conférences, ces parutions dans les médias, pendant la pandémie, donc en 2021, pendant qu'on était confinés, et au mois de février, pendant le mois de l'histoire des Noirs au Canada, ben, je me suis rendu compte, et de façon encore plus marquée, que les personnes afro-queer étaient davantage marginalisées parce qu'on célébrait les personnes noires, on les citait, on citait les Martin Luther King, les Malcolm X, les Maya Angelou, tout ça, mais les personnes afro-queer qui avaient participé à la lutte pour pour le respect des personnes afrodescendantes étaient invisibilisées. On parle de James Baldwin, qui est quand même une des personnes les plus importantes dans la lutte pour les droits civiques afro-américains. On parle de Bayard Rustin, qui est quand même l'organisateur de la marche
de 1963 aux États-Unis. Ces deux personnes sont des personnes afro-queer, mais elles sont invisibilisées. On parle de Bell Hooks ou Audre Lorde, deux grandes femmes qui ont des écrits majeurs aux États-Unis. Donc, tout cela a fait que je me suis dit, il faudrait que j'écrive, que je mette sur papier, donc, voilà, que je nous rende visible. Et c'est donc comme ça que j'ai contacté un certain nombre de personnes noires, LGBT et queer dans l'espace francophone, donc au total 24, pour rassembler leurs récits afin que leurs récits se retrouvent dans le même livre, afin qu'ils soient lus. Et pour moi, le récit est la meilleure façon de déconstruire les préjugés et de lutter contre les queerphobies. Voilà. Donc, pour moi, c'est ma façon de lutter pour déconstruire les préjugés dans les communautés noires. Vous avez inclus des personnes de divers âges, classes sociales et origines géographiques. Pourquoi était-il important pour vous de montrer cette diversité au sein de la communauté afro-cuir? Mais il fallait que les histoires soient variées et diversifiées en termes de géographie. L'espace retenu était l'espace francophone, donc on parlait donc du Québec, les Antilles, Haïti, Guadeloupe, Martinique, l'Afrique francophone, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Bénin, la France, Belgique. Et il fallait aussi une diversité au niveau de l'âge. Les expériences sont différentes. Quelqu'un qui est dans la vingtaine n'a pas la même expérience que quelqu'un qui est dans la quarantaine, cinquantaine. Il fallait diversifier, professionnel aussi, montrer que les personnes afro-queer sont comme les personnes de la société avec toutes sortes de métiers. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, un sportif comme Jérémy Clamy, voilà, qui est rugbyman français, voilà, qui est dans la trentaine. Il y a, par exemple, Barbara Côte d'Ivoire, qui est une femme trans de Côte d'Ivoire, qui est dans la cinquantaine. Il y a donc plusieurs profils. Il y a par exemple lui, Georges Tin, qui est lui intellectuel, voilà, qui est la personne qui a initié la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Ça, par exemple, c'est une information qui est invisibilisée. Les gens ne savent pas que c'est une personne noire qui a créé cette journée. Même les personnes noires ne le savent pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une invisibilisation de ce que font les Noirs, même quand c'est des initiatives très, très louables. Donc, le but du livre, c'est vraiment de rendre visible et de démarginaliser euh, nos histoires, nos parcours dans la société. Et le but final est aussi d'inspirer les jeunes afro-queers qui se rendent compte que, ben non, il y a des personnes noires afrodescendantes qui ont été professeurs d'université, qui ont été sportifs, car les modèles et les représentations sont importantes. Et si nous n'écrivons pas notre histoire, je ne sais pas qui va le faire. Avant le lancement de votre recueil Afro-Cuir, comment vous avez structuré votre livre, votre sélection plutôt? Comment s'est fait la sélection? Est-ce que c'était compliqué de réunir tous ces 27 portraits? Est-ce que c'était une sélection réfléchie pour chaque portrait? Comment s'est passée du coup votre organisation avant le lancement de votre livre? Oui, c'est sûr qu'étant militant, fondamentalement militant, donc je connaissais assez de personnes qui accepteraient de partager leur récit parce que vous comprendrez bien que c'est pas toute personne LGBT ou queer qui accepterait de raconter son histoire avec son nom de famille et ça se retrouverait dans les livres. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à partager son histoire de façon publique, même si les personnes s'assument. Donc, donc c'est premièrement les personnes déjà engagées, publiques, que j'ai contactées, elles ont quasiment toutes accepté. Et la première personne d'ailleurs que j'ai contactée, aucune ligne n'était écrite, c'était lui, Georges Tin. Donc, c'était la première personne. Mon, mon, la table de matière où ce n'était pas encore écrit. Voilà, et c'est même en discutant avec lui que les choses se sont affinées. Donc, c'est là contacter les personnes qui accepteraient
Bien sûr, certains ont refusé pour toutes sortes de raisons familiales. Certains ont commencé à écrire et après ont arrêté d'écrire parce que c'était difficile. Ça les renvoyait à leur traumatisme d'enfance. Donc, il y avait toutes sortes, mais c'est comme ça que j'ai contacté. Et puis, vous vous rendez compte dans le livre que la plupart sont des personnes engagées, d'où le titre 25 voix engagées. Parce qu'en général, ces personnes sont des personnes engagées. Elles ont compris elles avaient acquis elles ont le privilège de pouvoir s'exprimer et elles se disent, voilà, si je peux mettre cet outil, cette force que j'ai au service de ma communauté. Donc, ces personnes le font plus pour la communauté, c'est leur participation à la déconstruction de la lutte pour les plus jeunes. Donc, on peut supposer quand même que c'était censé être plus de 25 portraits, mais il y en a qui se sont désistés pour de multiples raisons. Non, c'était pas au contraire, même ça avait commencé à 10 portraits, après c'est passé à 15, à 20, à 25. Et puis à un moment donné, j'ai dit, Fabrice, tu vas devoir arrêter parce que c'est quand même difficile. Il faut rester fidèle à chaque récit. Il faut que que les parties valides soient d'accord avec le texte final. Donc, c'est très, très difficile, hein, et je suis très content parce que même la publication faite, malgré les modifications qui ont été faites, les retouches, toutes les personnes sont très contentes de la fidélité du texte, hein, parce que vous savez, un texte, quand vous l'envoyez à une maison d'édition, et la maison d'édition aussi, elle veut retoucher les textes, hein. Donc, on est resté dans l'essence, donc tous sont très, très contents que vraiment le rendu soit resté fidèle à ce qu'elle voulait exprimer. Donc, voilà, donc c'est pour ça que après, quand le travail final est sorti, on se dit, mais peut-être il y aurait un volume 2, un volume 3, car les gens se disent, ah, on aimerait lire des histoires comme ça parce que c'est des vécus réels des personnes qui parlent de leur famille, de comment ça s'est passé. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de déconstruire l'homophobie et puis la transphobie dans nos milieux en écoutant des histoires réelles. La preuve, nous, quand on est une personne LGBT, quand on rencontre une personne, on est curieux d'écouter son histoire. Comment ça s'est passé avec tes parents? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu as dit à qui? Est-ce que tes parents savent? Donc, on est toujours curieux de lire les histoires des autres pour savoir comment ils ont cheminé dans ces embûches, dans ce parcours toujours très difficile. Fabrice, vous avez évoqué le manque de représentation et le fait que il y avait aussi un manque de documentation quant aux personnes afro-queer qui mettaient en avant certains combats communautaires. Mais ma question maintenant, c'est du coup, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous procédiez pour avoir ces informations et pour ensuite avoir les contacts et entrer en contact avec ces personnes, vu qu'au final, elles n'étaient pas aussi visibles que ça? OK. Alors, les personnes militantes sont visibles parce qu'on les connaît, lui, Georges Tin, et les différentes personnes, on les connaît, on se croise dans des panels, voilà. Donc, mais ce qui est, mais il manque de la documentation. Il n'y a pas d'archives écrites, par exemple, dans l'espace francophone, c'est très, très rare de trouver des textes, de trouver des livres écrits par des personnes afro-queer. Ça manque considérablement par rapport au côté anglophone. Si tu vois les Afro-Américains, les Afro-Américains afro-queer, il y a de la littérature en anglais, très peu en français. Donc, c'est ça qui manquait. Donc, les militants, je les connaissais, on se connaît, on se croise, voilà. Mais ce qui nous manque maintenant, c'est des écrits. Et puis, même si on se connaissait, nos histoires n'étaient pas écrites. Alors, il fallait qu'on écrive nos histoires aussi. Parce que si on n'écrit pas nos histoires, ben, c'est comme si on n'existait pas. Dans 50 ans, on dira qu'on n'a pas existé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, encore en Afrique, certains continuent de dire, oh non, ça n'a jamais existé en Afrique. Montrez-moi un écrit où on parle d'homosexualité. Et c'est difficile de trouver parce que les écrits sont rarissimes, sont rares et puis sont difficiles à trouver. Alors, pour marquer notre existence, il faut donc maintenant qu'on écrive.
Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Est-ce que parmi les histoires, parmi les histoires du livre, lorsque vous les rédigez, il y en a particulièrement qui vous ont, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué? Quelles sont Oh, celles qui vous ont particulièrement marqué? Est-ce que vous pouvez ah, nous donner quelques anecdotes dessus? ah ben, c'est sûr que toutes, pour moi, elles sont déjà toutes différentes. Donc, chacune, quand je prends le premier portrait jusqu'au dernier ou au 24e, ben déjà, le portrait de Solange Moussangagna, qui est une femme trans d'origine rwandaise, qui a vécu à Montréal. Elle fuit le Rwanda suite au génocide. Elle se réfugie dans des pays africains, finalement obtient l'asile au Canada. Donc, voilà, c'est l'une des cofondatrices d'Arc-en-Ciel d'Afrique à Montréal, au Québec. Et grâce à Solange, ben c'est grâce à Solange que j'apprends ce que c'est que la transidentité. Parce qu'avant, je ne connaissais pas de femmes noires trans. Il y a 20 ans, je n'en connaissais pas. Solange non plus n'en connaissait pas. C'était mon amie. Donc, grâce à Solange, à son identité, on a cheminé, je l'ai vu cheminer dans sa transidentité pour devenir la Solange Moussangagna que je vois aujourd'hui. Et je dis toujours que c'est grâce à elle que j'ai compris qu'une femme trans est une femme comme toutes les autres. Donc, c'était mon amie et je l'ai vue cheminer. Et elle a été une militante majeure au Québec. Elle a reçu plusieurs prix au Québec, même de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, ça, c'est un parcours qui m'inspire au plus haut. Aujourd'hui, elle vit entre le Québec et puis l'Afrique et l'Afrique, voilà. Donc, ça, c'est un des parcours très, très inspirants. Mais en tout cas, tous m'inspirent d'ailleurs. Il y a aussi une autre femme africaine, Erika Aguerimana, qui est d'origine burundaise, qui elle aussi, la famille a fui le Burundi suite aux problèmes politiques, se sont réfugiés au Canada. Et puis aujourd'hui, elle est mariée à une femme haïtienne, elles ont un enfant. Ça aussi, c'était pour montrer que deux femmes noires, deux personnes queer, afro-queer, peuvent vivre ensemble, hein. C'est pas seulement les couples avec des personnes d'autres horizons, d'autres. Voilà, de montrer que oui, le Black Love, c'est possible aussi. Et puis oui, voilà, c'était pour montrer aussi ce genre de schéma. Et puis, il y a des personnes qui vivent sur le continent, hein. Donc, ça aussi, c'était important de voir que dans le livre, il y a des personnes qui ont témoigné, qui vivent sur le continent. Par exemple, Luc Aglakou, il est bisexuel, il vit au Bénin. Il y a 11 ans, il a fondé l'organisme Hirondelle Bénin. Et quand sa famille a appris qu'il était homosexuel, bisexuel, ben, sa famille l'a protégé. Ce sont ses parents qui aménageaient le salon chez eux pour qu'ils reçoivent les réunions, dont ses parents étaient des alliés. Et ses parents sont des pratiquants chrétiens, catholiques convaincus. Là, c'est pour montrer que ce ne sont pas tous les Africains qui sont homophobes, ce ne sont pas tous les parents africains qui vont, on va dire quoi, agresser ou bien qui vont être violents avec leurs enfants. Il y en a qui comprennent et le but même de ses parents, c'est OK, je vais protéger mon fils. C'est une très, très belle histoire. Luc, aujourd'hui, est marié à une femme et il a son copain. Il a dit dans son récit, il le dit, et il vit cette relation avec sa femme et son copain de façon très, très sereine. Donc, il y a plusieurs militants qui ont témoigné, plusieurs personnes qui ont témoigné, qui vivent sur le continent également. Vous avez fait quand même une exception en incluant James Baldwin dans votre recueil. Qu'est-ce qui vous a poussé à inclure son portrait et quelle est l'importance de son héritage pour vous? Mhm. Ça, c'est la question qui revient. Oui, donc c'est la seule personne à qui je n'ai pas parlé parce que, oui, d'ailleurs, on a fêté son centenaire hier, n'est-ce pas? D'ailleurs, je porte un t-shirt pour lui rendre hommage, hein, 100 ans de James Baldwin, c'était hier. Il est né le 2 août 1929. Voilà, on a fêté le centenaire de James Baldwin hier. Et pour moi, comme je le dis dans le livre Afro-Queer, hein,
Donc, je fais partie de la génération, j'ai quand même plus de 50 ans, je fais partie de la génération qui a grandi sans avoir de modèle de personnes qui leur ressemblent, hein. Les seuls gays que je connaissais, c'était les Elton John, les George Michael, tout ça, les Boy George, tous des hommes blancs, hein. Donc, j'ai connu James Baldwin très tard. C'est la sortie du film I'm Not Your Negro qui m'a fait connaître James Baldwin. Et puis, plus tard, Bayard Rustin. C'est pour ça que je parlais d'invisibilité, où les personnes existent, mais on ne les connaît pas. Alors, moi, j'ai une admiration sans borne parce que depuis que je lis ses écrits, mais vraiment, ça me soigne littéralement de mes blessures. Il a les mots justes pour décrire, pour décrire ce que nous sommes, pour décrire la situation. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le livre en citant une citation de lui que j'aime beaucoup, où il dit, il m'a fallu beaucoup d'années pour vomir toutes les saletés que l'on m'avait enseignées sur moi-même et auxquelles je croyais à moitié avant de pouvoir arpenter cette terre comme si j'y étais autorisé. Donc, quand je lis ces écrits, c'est écrit il y a plus de 40 ans, plus de 50 ans, mais ça reste toujours d'actualité. Et comme je disais, on a besoin de modèles, on a besoin de représentations, surtout qui nous ressemblent. James Baldwin a vécu l'intersectionnalité du racisme, de l'homophobie, de la classe sociale, hein. Il vient d'un milieu très, très pauvre, hein. Ses arrière-grands-parents ont vécu l'esclavage, hein. Donc, voilà, donc il a vraiment la finesse dans les propos et plus que tout, plus que tout autre auteur chez les hommes, c'est celui qui m'inspire le plus. Bien sûr, il y a Bell Hooks et puis Audre Lorde du côté des femmes afro-queer qu'il faudrait lire. Elles ont une perspicacité vraiment importante. Donc voilà, trois afro-queer qu'il faudrait absolument lire et leurs explications, leur justesse de propos est vraiment hors pair. Donc, voilà, pour moi, c'est mon modèle de représentation et on a besoin de modèles pour devenir une meilleure personne. Donc, je suis très, très content de l'avoir comme modèle. Vous parlez beaucoup de la communauté afro-cuir. Quelle est l'importance de la communauté dans votre vie et dans votre travail? Et pouvez-vous nous parler de son évolution et de son état actuel? Bon, si on parle de communauté afro-queer, ça dépend de quel espace on parle. Dans les pays du Nord, si je parle par exemple du cas du Canada, disons de Montréal, où j'ai vécu 17 ans, mais la situation est difficile parce qu'elle vit cette double invisibilité et marginalité, racisme et puis queerphobie. Donc, elle doit se battre pour exister. Même quand les associations sont créées, ces associations doivent se battre pour survivre. Arc-en-Ciel d'Afrique était un gros organisme, mais hélas, qui a disparu. Pourquoi? Manque de fonds. Donc ça, c'est important de comprendre. Manque de fonds, manque de visibilité. Quand on dit manque de fonds, ça veut dire pour avoir un siège social, c'est difficile. Pour avoir trois, quatre employés qu'on peut payer, c'est difficile. À l'époque, on pouvait faire vivre des organisations comme ça. Nous, on travaillait bénévolement parce qu'à côté, chacun avait son emploi. Moi, j'étais dans les assurances, donc j'avais mon emploi bien payé. Et comme la plupart des gens avaient tous leur emploi, mais on était bénévole pour Arc-en-Ciel d'Afrique. Or, c'est pas comme ça qu'on peut faire vivre un organisme. Un organisme a besoin d'avoir des gens qui travaillent à temps plein, un secrétaire, avoir au moins trois, quatre employés, un siège. Or, nous, on était tous bénévoles à l'époque. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus être bénévoles, ils veulent avoir aussi une vie. Ils se disent, je travaille dans un organisme, il faudrait que ce soit mon emploi et puis que je sois rémunéré. Donc, du coup, Arc-en-Ciel d'Afrique a disparu, malheureusement, a disparu. Et donc, c'est difficile. La situation pour les organismes LGBT afro dans les pays du Nord, c'est difficile. Même en France, je vois par exemple Pierrette Piran
qui est dans le livre aussi, qui est une militante afro-descendante d'origine des Antilles. Je vois comment elle se bat vraiment de toutes ses forces pour que son organisme soit, voilà, soit audible, soit visible. Donc, c'est une grosse lutte qu'on doit mener, même dans la communauté queer. Donc, c'est pas facile. Et c'est pour ça que initiative comme la vôtre, de partager les histoires, les entrevues des personnes, pour moi, c'est aussi l'une des meilleures façons de participer à cette déconstruction de l'homophobie, de la transphobie de façon générale, mais aussi surtout dans nos communautés. Donc, aujourd'hui, c'est difficile et c'est pour ça que chacun essaie de trouver une façon de mener sa lutte parce qu'on n'a pas un organisme voilà, bien structuré qui pourrait fédérer. D'ailleurs, la question est souvent venue lors des discussions qu'il y a eu autour d'Afroqueer à Montréal. L'une des questions, c'est pourquoi il n'y a pas d'organisme capable de fédérer toutes ces personnes, par exemple, afrodescendantes, parce que c'est difficile. Donc, la situation évolue, bien sûr, mais les combats sont difficiles parce que même si on vit dans les pays occidentaux, l'homophobie dans nos communautés demeure. Hein. Maintenant, si on parle dans des pays du Sud, Caraïbes, Afrique, je crois qu'on connaît tous la situation. La situation, c'est vrai, il y a quelques pays qui décriminalisent l'homosexualité, mais en même temps, il y a d'autres qui criminalisent. Hein. Donc, on est vraiment dans c'est une situation ambiguë, mais moi, je crois qu'avec le militantisme aujourd'hui des individus, sur leurs profils respectifs, sur les différentes plateformes, TikTok, tout ça, on voit qu'aujourd'hui, les gens prennent la parole de façon individuelle, personnelle, pour faire le travail que les organismes auraient pu faire. Donc, les gens ont compris que, ben, moi, si j'ai ce privilège de pouvoir m'exprimer, moi, si j'ai ce privilège de pouvoir m'assumer, moi, si j'ai ce privilège de liberté, je vais l'exprimer. Et de plus en plus de personnes aujourd'hui, surtout des jeunes, trentaine, vingtaine, sur TikTok et autres maintenant, font ce travail. Et je dis, ben, tant mieux. Comment le public a réagi à votre livre jusqu'à présent? Est-ce que vous avez reçu des retours positifs ou négatifs ou des histoires qui vous ont le plus marqué concernant la sortie de votre livre? Mhm. Alors, Afroqueer, Vincent Voix engagé, est sorti à Montréal le 7 mai. Et le lancement s'est fait dans une librairie au quartier, au quartier queer de Montréal, dans une librairie. Et je vous dis, la librairie était trop petite par rapport aux personnes qui étaient présentes. La moitié des personnes est restée à l'extérieur, je ne les ai pas vues. Ils sont rentrés, elles ont acheté le livre, elles sont reparties. Je ne les ai pas vues parce qu'à l'intérieur, c'était plein, plein et plein. Il y avait du monde et du monde. Il y a eu une forte effervescence autour du livre, un accueil vraiment très enthousiaste. Je suis très, très content par rapport à l'accueil réservé au livre. Pratiquement tous les médias, tous les grands médias du Québec ont fait un reportage. Je suis passé au journal de Radio-Canada de 22 heures, le principal journal. On a présenté, et la journaliste a présenté le livre. Je suis passé dans tous les gros médias jusqu'à aujourd'hui. Hier, il y a eu également une publication d'un autre média du Québec, Le Devoir, de l'entretien qu'on a eu. Donc, tous les gros médias du Québec sensibles à cette question ont fait un reportage, j'ai eu des entrevues, radio, télé. Donc, du côté du Québec, vraiment un très bel accueil. En Europe aussi, parce que ma maison d'édition Éco-Société, vraiment un bon réseau de distribution. Donc, ils ont pu contacter les médias dans l'espace francophone. On parle de France, Belgique, Suisse, dont le livre est disponible en France, en Belgique, Suisse, dans plusieurs librairies, dans toutes les FNAC, Auchan, et c'est très, très bien distribué, Amazon. Donc, les retours sont positifs lors des causeries que j'ai eues, moi et puis les participants. À chaque fois, il y avait toujours les participants au livre qui étaient présents
Par exemple, à Montréal, il y avait avec moi à peu près 4 à 5 participants. À Paris, il y avait Louis Georgetin, il y avait Pierrette Piran, il y avait Jérémy Clamy qui était présent. Euh, à Lille, bon, j'étais seul. Donc, vraiment, l'accueil est très, très positif. Et même l'entrevue que j'ai fait à RFI, j'avais très, très peur des retombées parce que RFI est quand même écouté principalement par l'Afrique. Mais à chaque fois, je vais voir les commentaires et je me demande, est-ce que les Africains ont écouté cette entrevue ou pas? Mais c'est sûr que j'avais quand même abordé, présenté des arguments qui faisaient que les gens comprenaient carrément, car c'est important de comprendre d'où vient l'homophobie dans nos communautés noires. L'homophobie dans nos communautés noires vient principalement de l'héritage colonial qu'on a. Et parce que dans nos communautés noires, l'argument le plus facile, c'est de dire oui, l'homophobie vient des Blancs, oui, ça vient d'ailleurs, mais c'est justement ne pas connaître l'histoire de nos communautés. L'homophobie en Afrique vient vraiment avec la colonisation, qui arrive avec ses religions monothéistes et aussi qui arrive avec ses lois. On parle ici du Code civil français qui condamnait l'homosexualité et on parle aussi du common law anglais qui condamnait l'homosexualité. Donc, c'est sûr que dans les années 40, 50, quand la colonisation arrive, mais les lois qui sont appliquées sur le continent africain sont ces lois-là qui sont appliquées dans toutes les constitutions. Même la constitution sud-africaine criminalisait l'homosexualité. C'est quand l'ANC arrive au pouvoir en Afrique du Sud. L'ANC, c'est le parti principalement noir de Nelson Mandela. C'est quand l'ANC arrive au pouvoir en 1993 que dans la première constitution qu'ils vont faire, ils vont décriminaliser l'homosexualité. Les membres de l'ANC disent en fait, l'homophobie ne fait pas partie de la culture africaine véritable. En Afrique, la diversité sexuelle était connue, la diversité des genres était connue. Ils décriminalisent l'homosexualité en 1996 et en 2003, ils vont légaliser le mariage pour tous. Ça, les gens ne le savent pas. D'ailleurs, le militant panafricain sud-africain, Julius Malema, il faut vraiment le citer parce qu'il y a beaucoup de militants panafricains qui racontent n'importe quoi. Julius Malema, c'est un panafricain aussi. Il dit non, euh, l'homosexualité a toujours existé en Afrique. Il dit il ne faut pas confondre le panafricanisme avec la barbarie. Il faut un panafricanisme inclusif. Donc, euh, donc, il est important de savoir que l'homosexualité n'a pas été importée en Afrique, c'est l'homophobie qui a été importée en Afrique. Il faut le dire aux Africains qui le sachent et même aux Blancs qui, voilà, tout le monde doit le savoir. C'est pas, et c'est vrai aussi pour les peuples autochtones des Amériques. En Amérique, les peuples autochtones sont en train de décoloniser leur histoire parce qu'avant l'arrivée des Blancs, des colons, les peuples autochtones vivaient en toute sérénité, la pluralité de genres. Ils parlent de 5 genres chez les peuples autochtones d'Amérique. C'est quand la colonisation arrive avec la Bible, ils disent non, machin, tu dois te marier à un homme, à une femme, binarité arrive, homme, femme, tu prends le nom de ton mari, ainsi. Ça, donc, il faudrait qu'on lise pour déconstruire cela. Donc, c'est là où l'homophobie arrive. Même l'homophobie qu'on vit aujourd'hui vient de là. Mais les gens, c'est vraiment absurde de toujours dire l'homophobie, l'homosexualité, oui, c'est un truc de blanc. Mais non, c'est lié à l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Alors, elle est le berceau de tout le reste. Pourquoi est-ce qu'on va s'exclure de la sexualité? Mais non. Mais il y a d'ailleurs des études anthropologiques menées dessus. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Charles Guébogo, qui Mhm. a justement traité la question pour le cas du Cameroun. Et dans son ouvrage, il évoque justement tout ce qui était les rites de fertilisation chez les femmes, comme des rites de, 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 de virilité lors du passage d'un homme adolescent vers un homme, enfin, vers un homme adulte,
où notamment on peut voir, il y a beaucoup de pratiques homosexuelles qui se font, justement pour comme quoi des femmes plus âgées de la communauté coucheraient avec eux les femmes plus jeunes pour les rendre plus fertiles, ou notamment des hommes qui, lorsqu'ils devaient devenir guerriers, devraient avoir des rapports sexuels avec eux, des hommes qui étaient déjà établis et forts, parce qu'on disait que ça allait aussi les rendre plus forts par continuité. Mais il y avait tellement de... C'est là qu'on se rend compte qu'au sein même de nos cultures, il y avait tellement de... Et c'est pas juste au Cameroun, je pense que c'est dans beaucoup de pays où ça se passait comme ça, et ça a toujours été là. Et le fait que cette partie de l'histoire n'existe pas, n'est-elle pas une part du problème de notre identité ici en Afrique? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, dans la liste des livres de référence, ben, je liste justement son livre. Et oui, il faudrait vraiment que de plus en plus qu'on accentue notre argumentaire là-dessus. Et d'ailleurs, l'écrivaine Léonora Miano, qui est d'origine camerounaise, franco-camerounaise, elle le dit, elle dit depuis toujours, il y a eu en Afrique des communautés où des femmes aimaient des femmes et des hommes aimaient les hommes. Il y a l'écrivain sénégalais Bougar Sarr qui a écrit le livre Les purs hommes, ben, qui parle de l'homosexualité au Sénégal. Ben, il dit la même chose, que c'est absurde de dire que l'homosexualité vient des Blancs ou vient de l'Occident, que l'homosexualité a toujours existé depuis toujours, que ce serait hypocrite. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Ousmane Sonko, qui est le premier ministre du Sénégal, lorsqu'il a reçu Mélenchon au Sénégal, la question est venue, la question de l'homophobie et du genre est venue sur le tapis. Et il a dit ceci, et c'est surprenant. Il a dit, ben, de tout temps, il dit, ben, ce sont des phénomènes qui ont toujours existé en Afrique. Et ce qu'il disait, c'était, ne croyez pas que vous nous apprenez quelque chose. C'est Ousmane Sonko qui dit ça. Quand on sait ses discours passés par rapport à l'homosexualité, il dit non, ces phénomènes ont toujours existé en Afrique. Il dit d'ailleurs, on leur a donné des noms. Chez nous, ça s'appelle des Gordigènes. Donc, c'est pas. Voilà. Donc, ça existe partout. Donc, il faudrait. Notre travail aussi aujourd'hui doit être vraiment d'aller faire des recherches pour publier tous ces, tous ces textes, on va dire, hein, tous ces textes, pour décoloniser en fait nos mentalités. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons, comme dit James Baldwin, on a été aliénés hein, pendant plusieurs années. Maintenant, il faut déconstruire nos imaginaires, déconstruire. Et on a été construit comme ça par l'éducation coloniale qu'on a lue, les livres qu'on a lus. Et ce qu'on entend aujourd'hui, les gens répètent des trucs comme des perroquets sans avoir l'essence des choses. Donc, il faut vraiment qu'on déconstruise tous ces préjugés. La plupart des écrivains aujourd'hui africains qui ont lu, qui ont fait des recherches, savent très bien que l'homosexualité, ben, c'est lié à l'humanité, au genre humain, comme à toutes les espèces mammifères. Il n'y a pas que chez les êtres humains qu'il y a l'homosexualité, ça existe dans l'espèce animale, dans des centaines de milliers d'espèces. Sauf que l'espèce humaine a la morale et la religion qui sont venus censurer les choses, mais c'est un fait naturel. Quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous travaillez sur un nouveau livre ou d'autres projets créatifs ou militants? Ah, il y a beaucoup d'idées qui se bousculent dans ma tête actuellement, mais comme à chaque conférence, à chaque séance de discussion, on revient toujours, pourquoi il n'y a pas votre portrait dans le livre? Donc, je me rends compte que plus que jamais, je n'ai pas le choix. Donc, je crois que le prochain va être un livre autobiographique. Et voilà, donc c'est une bataille intérieure, mais je crois que je n'ai pas le choix là. À chaque fois, c'est revenu. Fabrice, on est déçu parce qu'il n'y a pas votre portrait. Et oui, je vais le faire parce que mon histoire est quand même particulière, née en Suisse, voilà, d'une certaine... Bon, je ne veux pas détailler tout, sinon vous n'aurez plus envie de lire le livre. Et puis, voilà, au Cameroun, voilà. Donc, oui, je n'ai pas le choix, je vais... Le prochain sera autobiographique.
et après on va s'attaquer à d'autres. Pour conclure en bonne et due forme, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez quand même passer à nos auditeurs, en particulier à ceux qui se retrouvent dans votre parcours et vos expériences? Ah ben, je dirais, ben déjà, nous, en tant que personnes afro-queer, soyons solidaires et c'est important de fédérer nos luttes comme vous le faites là. Vous êtes plusieurs et puis vous avez cette initiative. Donc, soyons solidaires, fédérons nos luttes et n'attendons pas que les autres luttent à notre place, n'attendons pas que les autres fassent les choses. Faisons les choses nous-mêmes, écrivons, publions, en amenant la chance d'avoir les réseaux sociaux, en amenant la chance qu'on peut être en contact avec quelqu'un en Amérique, en Afrique, et en Europe en même temps. Donc, vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment une belle opportunité pour nous de fédérer nos compétences. Voilà, vous êtes expert maintenant en podcast. Vous pouvez contacter un expert qui est en Amérique, qui est au Brésil, qui est... Donc, voilà, continuons. Moi, je vois beaucoup d'espoir là-dedans, malgré l'homophobie aussi qui ne dort pas. La bêtise insiste toujours, n'est-ce pas? Mais malgré cela, il y a de très, très belles initiatives qui se font. Et voilà, axez votre combat aussi beaucoup sur l'Afrique. L'Afrique a besoin de vous, comme vous le faites, ben, c'est merveilleux. Moi, je suis très enthousiaste et très content de telles initiatives. C'est la somme de telles initiatives qui va changer les choses. Et moi, je ne vois pas autre chose. Hein. Ce n'est pas les organismes internationaux euh, occidentaux qui viendront en Afrique faire quoi que ce soit. Hein. Au contraire, on se rend compte qu'à chaque fois qu'un de ces organismes essaie de dire l'Afrique, les gens se braquent. Donc, il faudrait que ce soit vraiment nous-mêmes qui soyons au devant de la scène. Nous arrivons à la fin de cet épisode riche en émotions et en réflexions avec Fabrice Guéna. Son recueil de portraits afro-cuir nous rappelle la force et la diversité de la communauté cuir francophone. Nous remercions chaleureusement Fabrice pour avoir partagé son parcours et son travail avec nous. Pour en savoir plus et pour vous procurer son livre, vous pouvez le suivre sur les réseaux qui seront inscrits en description. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, soyez vous-même par tous les moyens nécessaires. Merci à mes amis Arte Yuri. À très bientôt pour un nouvel épisode.